on n'a pas réglé le problème de son. Et dès que c'est bon, Non, on après, n'a on pas pourra réglé. commencer à... On Ouais. attaque. Bon, bah, j'y vais tranquillement. Il n'y a pas de souci. Eh bah, du coup, donc, je m'appelle Maxime Oudou. Donc, je suis photographe professionnel depuis 5 ans. Passionné quand même d'abord par l'image depuis à peu près un peu plus de 13 ans. Et à côté, donc par rapport à l'astrophoto et au paysage nocturne, je suis aussi astronome amateur depuis tout petit. Et voilà, il y a à peu près 5, 6, 7 ans, je me suis dit, on va essayer de mélanger ces deux passions en une, et donc de réaliser des images de paysages nocturnes un petit peu partout, au fil des opportunités. Voilà. Alors, on va demander un petit Ok. peu à l'audience, mais je pense que Ouais, voilà, moi j'ai un tout le monde nous dit retour. que c'est Apparemment, bon, Pierre nous dit que c'est bon maintenant. Ok, nickel. Alors, ça fait que là, au niveau du son, on est bon, et au niveau de la vidéo, on est bon sur YouTube aussi, Benoît? sur YouTube, c'est bon, le son est vraiment excellent de Maxime, donc c'est parfait. Allez, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Bah, Cool. petite intro de Maxime. Benoît, tu parles un petit peu de Maxime, comment on l'a rencontré, qu'est-ce Oui, qu'il... alors Maxime, on le connaît depuis 3-4 ans. Il participe au Salon de la photo et fait des conférences à chaque fois, super intéressantes. Pour le coup, moi, Eric, bah, ça va être l'occasion de l'écouter un peu plus parce qu'on est toujours sur le salon et on n'a pas l'occasion de l'écouter. Donc, ça va nous faire plaisir de Ouais. prendre le temps de voir un peu tout ça. Et bah voilà, Maxime, juste pour parler un tout petit peu Nisi, parce qu'il vient sur le salon pour parler du filtre Natural Night qu'il utilise, donc il le montrera un peu plus tard dans sa démonstration. Et Mm. puis bah on va te laisser un peu voilà nous faire découvrir tout ça, un peu ton univers de photographe, l'astrophoto, en commençant bah voilà par des petites choses un peu peut-être un peu simple, ta manière de faire, si tu utilises des logiciels, un peu ton matériel, je vois que tu as monté derrière ton matos. Ouais, c'est là. Voilà. Et puis puis s'il y a des questions, on les posera au fur et à mesure que ça arrive et on te coupera pour te poser les questions pour répondre au tac aux gens qui écoutent. Avec plaisir. Il n'y a pas de Voilà, c'est souci. que là, au niveau du sommaire, il y aura quelques photos qui seront présentées avec des anecdotes. Il y aura une partie, comme disait Benoît, la partie matos, avec une tête panneau, où il vous expliquera, et une partie aussi pour les objectifs, très importante. Le fil Natural Night, comme Benoît vient d'en parler. Il y aura quelques minutes sur des applications, comme voilà, les logiciels de simulation de ciel idéal, pour voir les voies lactées. Après, il y aura une petite description aussi au niveau du workflow des logiciels. Et puis après, il y aura quelques photos d'images de ciel profond. Voilà, il y aura tout ça. Il y aura une partie aussi pour ces workshops qu'il organise. Mais voilà, on va dérouler tout ça. On va commencer un petit peu à envoyer les diapos. Ouais. Euh, Hop. alors en attendant, on va meubler tout ça. Benoît, tu parles avec Maxime que je puisse mettre tout ça en place, bien entendu. Hop. Hop, salut tout le monde, 32 commentaires. Hop, hop, hop. Hop, vous êtes là? Oui, on est là. Ouais, il faut mettre ça Alors, en place. Fait que Maxime, si tu peux, on va commencer à mettre ton slide quelque Oui. part. alors tu fais des photos de paysage, tu fais des photos de mariage aussi un tout petit peu, pour le coup? Oui, c'est ça. C'est l'autre grande partie de mon activité pro. Donc des photos de mariage depuis un petit peu plus de 5 ans. Principalement en région Indre-et-Loire, la Sarthe, voilà. Et donc c'est un petit peu mon gagne-pain, on va dire. Et à côté, donc cette fameuse pratique de la photo nocturne quand il y a le temps, parce que vous allez voir, je pense qu'on va en parler lors du live, mais il y a quand même pas mal d'éléments qui nous contraignent à ne pas pouvoir sortir, comme la météo, parce que des fois on a des mois, des semaines qui sont un petit peu pourris.
Nous, on doit vraiment avoir une météo qui soit quasi nickel, parfaite pour pouvoir sortir. On se contente pas d'une météo avec un ciel qui est à moitié bouché. Donc voilà, il faut bien s'occuper à côté. Donc de la photo de mariage, voilà. Ok. Tu donnes aussi des conférences, c'est ça, dans des centres dans des groupes d'astro, des trucs comme ça, où Oui, effectivement c'est tu peux ça. te retrouver tout au long de l'année Des dans des magazines pour le coup. Oui aussi, c'est ça, des tests. Alors des conférences pour parler principalement de la technique de la photographie panoramique appliquée au paysage nocturne, parce qu'on a quelques petites spécificités. Également sur les filtres de réduction de la pollution lumineuse, donc grâce notamment au Nature Night, donc j'ai mon exemplaire qui est là. Voilà, de connaître un petit peu mieux ces accessoires. Et puis aussi donc de faire des tests pour des alors c'est pas des accessoires pour le coup, mais pour des instruments comme le Stellina qui est sorti l'année dernière. Et donc j'ai effectué des tests pour les numériques. Voilà. Mais voilà, qui a un espèce de téléobjectif, appareil photo, quelque chose un package en fait un peu complet et Ouais. un peu automatique pour pouvoir récupérer, enfin pouvoir faire des photos sans trop Oui. se prendre la tête, on va dire ça comme ça. C'est exactement ça. Ils ont réussi à condenser à peu près tout ce que l'on a besoin d'avoir pour faire. Donc cette fois-ci, là, on parle de l'astrophotographie en ciel profond. Ce n'est pas pour faire du paysage nocturne. Mm. Là, c'est comme tu disais, tu as une petite lunette à l'intérieur, tu as un petit appareil photo. Donc c'est vraiment au minima du minima, c'est les capteurs. Et tu as un système automatisé. Il reconnaît sa position GPS. Et toi, tu pilotes ça. Avec ton téléphone portable et tu lui dis bah voilà, je veux aller à tel endroit dans le ciel, montre-moi ce qu'il y a. Il commence à prendre quelques photos et au bout d'une minute ou deux, il te montre le résultat. Donc Ouais. c'est mettre à portée de tous l'astrophotographie. Bon, c'est quand même un objet qui est pas donné, mais il est bien. Donc voilà. Et c'est français. Ouais, ça permet en plus. Ouais. Eric, Startup, ouais. on- on est bon sur les diapos. Bah, de toute façon, on aura l'occasion d'en revenir à la fin, non, par rapport à cette espèce d'objet. Oui. La... Ouais, Maxime, normalement, tu peux, si tu veux, on va dire basculer sur ton diapo, comme ça tu peux un peu dérouler maintenant, D'accord. voilà, tes photos et on va s'adapter au fur et à mesure. Eh ben écoute, je vais y aller tranquillement. Donc pour reprendre un petit peu donc la présentation que je disais tout à l'heure, là j'y vais Eric. Hein. Ouais, Hop. Donc je fais de la photo donc également de mariage et aussi de la photo pour de la promotion touristique. Donc là vous avez deux exemples avec notamment un moment que j'avais beaucoup apprécié et un moment auquel j'ai utilisé une partie des techniques de photos que j'utilise la nuit pour les alignements, donc avec un soleil qui passait derrière le Mont Saint-Michel. C'était un moment qui était vraiment très très sympa. Et donc de la photo de mariage, mais j'en ai un petit peu déjà parlé. Donc voilà, j'en fais une quinzaine, vingtaine tous les ans. Ce que je fais également en regard de la photo de paysage nocturne, c'est des formations. Donc je propose des cours en ligne 2 fois par mois sur une plateforme de classe virtuelle et j'apprends aux participants à bien avoir de bons réflexes, c'est assez important. Plus que la technique, hein, je dis, mais avoir de bons réflexes, de bons outils et une bonne approche de la photo de paysage nocturne parce que des fois on a tendance à avoir un peu la main lourde par exemple sur des traitements ou alors essayer de faire que la photo de la Voie lactée. Mais il n'y a pas que ça en fait. Ça vous allez le voir dans la présentation. On n'a surtout pas au final que la Voie lactée. On a plein de choses à photographier la nuit. Et donc j'apprends un petit peu tout ça aux gens. Voilà, dans l'idée. Euh, alors tu en parlais tout de suite, Benoît, le fameux trait en fait de cette image-là. Je pense qu'on peut commencer à papoter sur les images. On fait ça? ouais. Tout à Ouais. fait, ouais, vas-y, pas de souci. Alors, de quoi tu dis? Oui, vas-y, y a pas de problème. Ouais, il y a peut-être un tout petit peu de délai. Vas-y. 2D? D'accord. Donc cette image-là, donc on va commencer.
par celle-ci. Donc elle est assez récente, elle date de 2019. Puisque bon, pour l'instant, depuis le début de l'année, il n'y a pas eu d'occasion pour faire des images et il y a eu le confinement qui s'est rajouté par-dessus, donc c'est pas évident de sortir à faire des photos. Donc 2019, là on était au mois de janvier et ce qu'il se passe là dans ce ciel des Hautes-Alpes, là vous voyez un très grand trait dans le ciel. Alors ce n'est pas une étoile filante parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça. C'est pas un satellite non plus, pas à proprement parler, puisque là, ce trait, c'est la Station spatiale internationale qui est passée dans ce ciel à ce moment-là. Donc c'est un objet qui est très brillant, c'est un point qui brille beaucoup. Pour les personnes qui, en ce moment, ont un bon ciel, si vous sortez dehors, vous avez Vénus qui brille très très fort dans le ciel, eh bien l'ISS, ça brille quasiment aussi fort, donc c'est un point très brillant. Et c'est quelque chose que l'on peut photographier très facilement. Ça donne des choses assez chouettes comme ici, où là vous avez la trajectoire intégrale de la station spatiale qui a été photographiée, donc de la partie gauche qui est ici, donc elle est apparue depuis cette zone-là, elle a traversé tout le ciel, et là, elle a disparu. Alors, elle a disparu parce qu'elle n'était plus éclairée par le soleil. Vu qu'elle est éclairée par les reflets, enfin c'est les reflets des panneaux solaires, du soleil, pardon, sur les panneaux solaires. Voilà. Donc c'était un moment qui était vraiment, alors physiquement déjà, quand on est derrière l'appareil photo, alors on est un petit peu stressé parce qu'on a peur de ne pas réussir à faire ce genre de photos, parce qu'il faut être là au bon moment. La station spatiale, on peut savoir quand est-ce qu'elle passe, hein, c'est pas de la magie. Voilà, moi je sais pas automatiquement quand est-ce qu'elle va passer. Il y a des applis pour ça. Et voilà, on a un petit peu cette appréhension, on se dit est-ce qu'on va réussir à pouvoir l'attraper directement, mais on a quand même cette part de magie, et ça c'est quelque chose qu'on a très souvent quand on fait de la photo de paysage nocturne, c'est que on a le résultat en fait sur l'appareil photo, on arrive à capturer des étoiles, et on est vraiment très satisfait. Il y a le côté waouh qu'on a facilement en fait quand on fait ce genre d'image. Et moi, donc pour vous dire, cette image-là, c'est une des dernières que j'avais réalisées, mais j'ai toujours ce côté un peu enfant, ce côté gamin, en étant émerveillé par ce que je vois, et mélangé bon avec ce stress-là là pour cette image-là. Mais c'est très intense. On se dit, j'ai des retours aussi des personnes qui me disent ouais, mais c'est long à faire. Est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce qu'au final, dans la nuit, il se passe pas grand-chose? Bah non, pas du tout. Il se passe vraiment déjà en matière d'événements, bah, comme ici, des choses qui sont assez peu ordinaires, hein. Là, on photographie quand même juste la Station spatiale internationale, mais on a plein de petits trucs qui arrivent. On a donc cette magie qui intervient, et on s'ennuie pas du tout quand on fait de la photo de paysage nocturne, quoi. Vraiment, vraiment. Moi, je m'ennuie pas du tout. Pour le coup, on peut Voilà. avoir un petit setup Oui. un peu de cette photo. Donc déjà, c'est une seule photo, c'est plusieurs photos. Comment ça se passe pour le coup? Alors en fait, moi, ce que j'utilise sur la majorité des images qui vont être présentées lors du live, c'est de la photo panoramique. La photo panoramique, ça consiste à ajouter plusieurs images avec une certaine focale pour sortir une mosaïque d'une image qui est beaucoup plus grande. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise la tête panoramique qui est là, et vous allez vite comprendre le truc, c'est que, hop, là, vous avez une base, tac, qui est écrantée, qui est là. Là, j'ai un objectif de 35 mm, et là, il y a des crans. Ce qui se passe, alors je vais me décaler parce que comme vous allez me voir, ça va faire des crans de manière régulière, et à chaque fois, je prends une photo. Et à la fin, ce qui va se passer, c'est que ça va faire une mosaïque de plusieurs images pour donner un visuel qui est beaucoup plus large et beaucoup plus grand, et surtout beaucoup plus défini. Donc cette photo-là, ce qui se passe, eh bien, ce sont des ajouts d'images les unes par rapport aux autres. Il y en a 40. Ah là, sur celle-ci, il y en a 40. Il y a 40 photos qui sont mises les unes à côté des autres. Ouais, on se rend pas compte, mais là, en fait, tu as un champ en termes d'ouverture, en termes de degrés, d'à peu près 120 degrés, 130 degrés. Ok. Et comment tu as réussi à remettre pour le coup au moment où il passait, comment ça s'est passé pour le coup là? Alors, au début, là, pour ce cas de cette image-là, au début, tu commences par faire tes images, j'appelle ça les images de fond. Donc, tu balayes la zone que tu souhaites photographier, donc de bas en haut, progressivement avec
la tête panoramique que je remets là. Et après, ce qui se passe, c'est que l'ISS, au moment où elle est apparue avec la fameuse appli que je disais, je commence à la shooter et je la suis effectivement avec l'appareil photo pour que lorsqu'elle se déplace dans le ciel, j'arrive à la voir tout le temps. Mais ça se déplace plutôt vite, mais c'est pas non plus un avion de chasse, quoi. On arrive à la voir. Là, il y a 17 images qui ont été utilisées pour la suivre tout le long de son parcours dans le ciel. Le temps de pause pour chacune des photos, pour le coup? Alors, le temps de pause, là, il a été unique. Il est de 8 secondes. Il est de 8 secondes. Alors, en termes de réglage, oui. En termes d'ISO, alors en général, moi, j'oscille toujours entre 2500 et 4000 ISO. Donc, c'est des valeurs qui sont assez élevées, hein. Sur quoi comme appareil photo? Tu nous remets un peu ton. On a pris un peu le truc à l'envers parce que les appareils que j'utilise, parce que j'en ai deux. Ce sont deux D750 de Nikon, donc des boîtiers qui sont vraiment très très bons malgré entre guillemets leur âge, parce qu'ils sont plus tout récents non plus. Il y en a un des deux qui est modifié pour être plus sensible dans les proches infrarouges. On verra ça tout à l'heure. Ça peut nous être utile. Ok, d'accord. Et je reviens juste sur l'application ISS. T'as quoi comme application pour savoir, pour le coup, pour prévoir en tous les cas? Alors, juste que je ne dise pas de bêtises, l'application, elle s'appelle... Là, vous voyez, alors je sais pas si vous voyez sur mon écran, j'ai mon petit trousseau, mon petit kit d'applications sur le téléphone, ça peut toujours servir. Donc, elle s'appelle ISS Finder. Oui. Ok. D'accord, ça marche. Ouais, parce que pour le coup, les gens, je te pose des questions en même temps que je les lis. Sur cette photo, comment tu compenses l'ISS pour qu'elle n'apparaisse pas saccadée, pour le coup? C'est au montage, tu rajoutes des petits entre chaque temps de pause. C'est vrai que forcément, ça fait un petit pointillé, quoi. Oui, c'est une bonne remarque. C'est vrai que ce qui se passe, c'est que lorsque tu prends ta photo de 8 secondes, donc tu as ton trait, donc de filet de déplacement de l'ISS, mais entre les images, oui, tu peux avoir 1 seconde d'écart maximum, donc ça te fait un trou au niveau du ciel, donc ça fait ça fait lumière trou, etc. Donc là, il n'y a pas le choix. Effectivement, sur Photoshop, j'ai utilisé le tampon de duplication pour boucher les trous. Photos. Alors. Là, on est effectivement. Alors là, c'est pas forcément de la triche, parce que moi, je me suis employé à capturer le maximum de lumière possible de l'ISS. J'aurais pu très bien, c'était faisable, hein, capturer une seule photo et dupliquer jusqu'à faire le tracé, mais avec la longueur que je voulais. Là, c'est de la triche. Là, par contre, c'est nécessaire. J'ai essayé de faire le maximum possible pour capturer de la vraie information, donc de la vraie lumière, et après, pour avoir quand même une traînée lisse, j'ai complété. Donc là, c'est nécessaire, c'est pas de la triche. Voilà. Parce qu'on me dit aussi cette question régulièrement, donc je précise. Ouais, et après, je pense qu'on verra ça après pour la question de Franck Leloir qui dit effectivement quand tu prends 40 clichés, les étoiles bougent forcément, donc la voûte céleste se déplace. Effectivement, pour remettre tout ça en ordre, comment tu fais? Mais on essaiera de voir ça à la fin. On pourra voir ça après. Très bien. Et c'est vrai, mais il y a une petite astuce entre guillemets. C'est pris en compte. Voilà. On passe à la photo suivante. Donc là, on retrouve un petit peu la star de l'astrophoto, enfin de la photo de paysage nocturne, c'est la Voie lactée. Donc là, on est toujours dans les Alpes. C'est au niveau du col de l'Isoire, le fameux col pour le Tour de France. Donc là, vous êtes sur la vue sud. Et donc là, toujours pareil, technique de la photo panoramique. Toujours au Samyang 35 mm. Donc en fait, le matos que je vous ai montré, celui qui est là, c'est vraiment celui-ci que j'utilise pour faire toutes les photos que vous avez vues. Et la focale que j'utilise, donc l'objectif, ça a toujours été un Samyang 35 mm. Toujours. Donc ça changera pas. Donc là, vous avez une quarantaine d'images qui ont été utilisées pour faire ça. Ça a été réalisé en août 2018. Au moment où vous avez Mars qui était ce qu'on appelle en opposition, c'est-à-dire qu'elle était très proche de la Terre, donc elle était extrêmement brillante, vraiment très très brillante, au point, par exemple sur cette image-là, de créer carrément des aigrettes, donc c'est les petits traits là que vous avez autour du point, donc ce ne sont pas des choses que j'ai rajoutées sur Photoshop, c'est totalement naturel, c'est causé par le diaphragme en fait de l'objectif qui fait cet effet, c'est très joli, voilà.
et naturellement donc la Voie lactée là qui fend carrément le ciel en biais. Dans ce que l'on pourrait penser de cuvette en fait au niveau du sol, mais c'est le col de l'Isbar qui fait ça. À cause de la photo panoramique, on a une déformation de la projection en fait des comment dire, des formes que vous avez au sol. Donc ça fait cet effet un peu de bol, comme ça. Et en même temps, en bas là, il y a une voiture qui a progressé, qui a monté pour monter jusqu'à moi. C'est pour ça qu'on voit ce trait de lumière. C'est une voiture qui a monté. Alors on me posait la question souvent de me dire mais Maxime, pourquoi tu n'as pas attendu que la voiture passe pour prendre la photo? Et comme ça on n'aura pas le trait. C'est vrai. Alors moi ce que je fais dans la majorité des images, c'est que j'essaie toujours d'inclure une présence humaine. Et la présence humaine, souvent, elle dégrade l'image. Donc là, ce que je voulais faire, c'était, vu que la voiture arrivait, je me suis dit, je vais la prendre en photo. Déjà parce que, alors, mis à part ça, désolé. Mis à part ça, on a quand même une notion de profondeur de champ. Là, ça apporte une certaine échelle en termes de profondeur de champ entre le premier plan qui est juste ici et là un petit peu plus loin. Mais donc du coup, cette fameuse présence de l'humain qui est, on l'a tout le temps, même comme ça, à minuit, 1h du matin, on est toujours embêté par quelqu'un qui va passer dans votre photo. Et moi, si vous voulez, j'essaye de faire une petite lutte, une petite prévention sur la pollution lumineuse et la présence humaine, même dans les milieux nocturnes. Donc voilà pourquoi j'ai laissé cette voiture-là. C'est pas forcément très beau. Alors après, ça dépend. Il y en a qui disent que c'est quand même intéressant. Mais voilà, ça c'est un parti pris. Ça nous emmène vers la Voie lactée et vers le fond de la vallée. C'est pas gênant. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve pas ça gênant. Mais bon, donc voilà. Alors là, on a pour cette image-là, donc mis à part donc tout ce que je viens de dire auparavant, c'était c'est le même cas pour l'ISS et tout. Au niveau des réglages, c'est pareil. Enfin, avec une spécificité sur cette photo-là, mais c'est trop complexe. Oui, dis-moi. Non, tu peux répéter tes réglages pour le coup. Tu restes sur 8 secondes à peu près, c'est ça? Alors, pour le coup, on pourrait effectivement avoir les mêmes réglages pour ce genre d'image. Donc 8 secondes. Alors pourquoi 8 secondes? C'est parce que c'est déterminé par la rotation de la Terre. La vitesse de rotation de la Terre t'oblige en fait à avoir un certain temps de pause limite. Si tu dépasses un certain temps de pause, tu vas commencer à avoir les étoiles qui vont former des traits, un filet. Ouais. Donc il y a des petites règles, des petites techniques qui existent pour déterminer ça. On parle souvent de la règle des 500, c'est-à-dire 500 divisé par ta focale et tu obtiens un résultat en seconde, ou 600 divisé par ta focale est un résultat en seconde. Attention, cette méthode, elle est approximative, ça donne un résultat qui est un peu trop large, ou des fois, c'est juste pour une idée. Moi, je sais que 35 mm sur plein format, c'est 8 secondes. Ça change pas. Voilà. En termes de sensibilité, plus on est en grand angle, plus on va avoir un temps de pause peut-être un peu plus long que si on est à 70-200, où là, pour le coup, il va falloir envoyer sur quelques secondes pour essayer Exactement. Voilà. C'est ça. Okay. En fait, alors pour reprendre ton exemple, avec un ultra grand angle, donc du 20, du 16, du 14 mm, là on va être sur des temps de pause qui vont plus être de l'ordre de 20 secondes, 15-20 secondes, quelque chose comme ça. Donc là, tu peux shooter plus. Par contre, si tu es à 70 mm, 100 mm, 135 mm, là on est sur des temps de pause qui sont beaucoup plus courts. On est sur du 5, 4, 3, 2 secondes, donc on attend de presque rien faire en termes de temps de pause. Alors attention, je dis rien faire, on peut quand même faire des trucs, mais pas d'obtenir des images qui soient de base, en tout cas très très intéressantes. Il faudra beaucoup travailler, les empiler les unes aux autres après. Enfin, ça demande quand même pas mal de travail. Donc voilà, ouais, ça dépend de la focale, le temps de pause. C'est ça. Okay. Et pour le coup, pour débuter un peu en photo, en astrophoto, il y a Kevin qui posait la question. Faut mieux s'orienter sur un objectif peut-être plus lumineux, grand angle. On peut commencer avec n'importe quoi. Pas vraiment. Mouture de suivi. Alors, je vois que là, on a un peu. Ah oui, et puis là, on multiplie les questions. Mais vite fait comme ça, sur le pouce. En fait, alors pour répondre à la question de l'objectif, c'est vrai que d'avoir une optique lumineuse, ça aide beaucoup. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on prend les 3 réglages de base, la vitesse d'exposition, la sensibilité ISO et l'ouverture, si on ne peut pas ouvrir beaucoup parce qu'on a une optique, par exemple 18-55 mm qu'on a tous eu quand on a commencé, voilà, donc qui est f3.5 au minimum, du coup,
f3.5, c'est pas non plus très fermé, c'est un petit peu ouvert entre guillemets. Mais du coup, on va devoir compenser par des temps de pause peut-être un petit peu plus longs. Sauf que du coup, on est bloqué par la rotation de la Terre. Donc là, on est coincé. Du coup, qu'est-ce qui te reste? Tu es obligé de monter en sensibilité. Le problème, c'est que si tu montes en sensibilité, tu vas avoir du grain, du bruit qui va apparaître. Donc, pour essayer d'avoir des images qui soient plus lumineuses, on est obligé d'avoir des optiques qui ouvrent plus grand, comme celle-ci. Donc celle-ci, c'est f1.4. Donc là, c'est très lumineux. Et dans ce cas-là, oui, on peut avoir un gain de lumière qui arrive, avoir des images qui sont moins bruitées, donc c'est quand même plus sympa. Et pour la focale, c'est vrai que par défaut, les gens de base ont tendance à acheter les 14 mm. Il y en a un qui marche très bien, qui est un peu le best-seller que tout le monde achète quand on commence la photo de paysage nocturne d'astrophoto, c'est le Samyang 14 mm f2.8. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont, parce qu'il est pas très cher, il coûte 280 € de mémoire neuf. Voilà, donc lui il est bien, f2.8 c'est assez ouvert. Le souci, alors des grands angles, c'est qu'il provoque des déformations optiques dans les bords. Au niveau des étoiles, il y a des étoiles qui ont un petit peu de l'aura, enfin on va dire ce qui s'appelle du chromatisme, donc c'est un petit anneau violet qui est autour, c'est pas très beau, et ça peut créer ce qui s'appelle de la coma, donc les étoiles sur les bords, pardon pour le micro, sont étirées un petit peu, donc c'est pas très joli. Donc, faut faire attention à ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça que tu n'as pas de grand angle, que tu as un 35, parce que 35, pour le coup, je trouve ça vachement serré, pour le coup. Pour faire... Alors oui, alors on peut se dire, mais 35 en c'est culotté, quoi, effectivement. Mais comme j'utilise la tête panoramique, du coup, je m'affranchis de ce cadrage qui est un petit peu serré. Et dans ce cas-là, j'ai juste à me dire, j'ai envie d'attraper à peu près 100 presque 160 degrés de champ. Par exemple, comme ici, là, sur l'image du col de l'Isoire, donc traduit en termes de nombre de photos pour une tête panoramique, c'est une ligne de 7 à 8 images. T'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, t'as donc un champ qui est pas très haut, mais par contre, il est très large. Donc, pour arriver à faire cette image-là, tu commences à 0 degré, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la tête panoramique, elle est aussi crantée sur cet axe-là. Donc là, je suis à 0 degré. Et après, tu recommences ta ligne à 15 degrés. Tu en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images, 15 degrés, etc., etc., etc. Voilà. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'images pour la photo panoramique. Effectivement, tu gagnes en qualité au point de vue de l'objectif, du fait que ça soit un 35 mm et que tu n'as pas d'évaluation chromatique. Par contre, tu es un peu plus dans le sens où tu es obligé derrière de travailler un peu, voilà, il y a un peu de travail derrière, quoi. Oui, il y a du travail derrière. Mais l'avantage du 35, alors quand je dis le 35, ça peut être ce Samyang-là, mais ça peut être d'autres marques, c'est que tu n'as de base pas forcément de chromatisme sur les bords, tu n'as pas de déformation de coma, tu as moins de vignettage aussi, parce que certaines optiques vignettent comme des gros malades. Donc celle-ci, à f1.4, elle vignette beaucoup aussi, hein, le Samyang, il est pas exempt, voilà, ça reste un objectif comme un autre. Mais on a beaucoup moins de défauts. Et avec la technique de la photo panoramique, tu arrives à avoir des images qui soient détaillées et t'as pas un défaut dans le ciel. Toutes les images, toutes les étoiles, t'en as aucune qui a du chromatisme, t'as aucune qui a de la coma. C'est hyper propre. Ok. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà. Mais là, on peut quand même se faire plaisir avec le Samyang à 300 balles et se faire une voie lactée. Et bon, il y aura peut-être des petits défauts, mais au moins, je pense qu'on peut se faire plaisir. Et effectivement, aller un peu plus loin pour aller sur du Sigma qui est peut-être un peu plus cher et voire même beaucoup plus cher pour le coup. Oui, les Sigma, alors ils sont bien, mais c'est pas le même prix, effectivement. Le Samyang, le 14, ce qui est bien, c'est que, comme tu dis, tout le monde se met à faire des images du ciel avec. Et ça reste magique dès le départ parce que c'est très large comme champ. Et d'un coup, t'as une taille, enfin, t'as un volume de ciel photographié qui est assez énorme. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le côté waouh, tu l'as dès que tu vois en fait l'image sur ton appareil photo, et avec ce 14 mm, c'est hyper présent, ce plaisir en fait de faire une image du ciel. Complètement, ouais. Sans avoir un gros setup, ouais. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur... Alors sur cette image-là, oui, parce qu'elle est assez complexe, mais on va peut-être passer à une autre, du coup, parce que celle-ci, c'est une image composite. Mais on peut passer à une image suivante. On pourra revenir à la limite s'il y a des gens qui ont des questions, hein, pourquoi pas, pour faire avancer le truc.
Oui, oui, ou même la suivante m'intrigue en fait, la suivante. La Vu que j'ai pu suivante voir le intrigue? ciel, Ok. elle m'intrigue, parce que déjà, c'est pas loin de chez nous, et je vois du vert dans le ciel, et ça, c'est pas Qu'est-ce normal. que c'est que ça? Alors, la petite anecdote, c'est que l'image d'avant, donc celle-ci, et l'image ici, ont été prises à 20 mètres de distance. Parce que lorsque je faisais l'image précédente, j'ai un deuxième setup, comme alors pas de tête panoramique, mais comme j'ai deux appareils, je peux faire deux projets en même temps. Donc avant, on avait l'image du col de l'Isoire côté sud, et là, ce qu'on voit, c'est le côté nord du col de l'Isoire. Déjà, au niveau du sol, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même morphologie, la même géographie, enfin la même topologie pour prendre le terme exact. Donc du coup, c'est beaucoup plus plat, il y a plus de verdure. On a la petite maison en bas, c'est le refuge du col de Napoléon, qui est tout en bas. Puis là, vous avez donc la route là. Et au niveau du ciel, donc là, j'ai changé de format aussi au niveau de la photo. C'est pas du 2 pour 1, donc du format très plat, très large, très panoramique, un peu cinématographique. Là, on est sur un format 3,5. Donc c'est comme un appareil photo classique en format paysage, il n'y a pas de souci. Et ce fameux effet vert en fait que tu as dans le ciel, on repasse pas pardon au niveau des détails techniques parce que c'est toujours pareil. 8 secondes, 4000 ISO, image panoramique, 40 photos. Ok. C'est le même topo, ok. Donc là, ce qui se passe, c'est que cet effet vert, ça s'appelle de l'air glow. Ce n'est pas des aurores. Moi, j'y avais cru, je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir voir les aurores à côté de chez moi, ça va faire rêver. Et donc, Non, non, non. c'est quoi Euh, l'argot pour le coup? alors des aurores, on peut en avoir en France, mais c'est plutôt vers le nord de la France, Ouais, lorsque tu as des activités solaires, parce que c'est lié à l'activité solaire, qui sont tout à assez fait. violentes. Là, on est dans le sud de la France, donc alors mis à part, parce que voilà, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'on ait eu d'activité de d'aurore au-dessus des Alpes, d'enregistrer de mémoire d'homme. Je sais pas du tout. Peut-être, hein, mais c'est un phénomène, en tout cas, s'il existait, qui est extrêmement rare, extrêmement C'est rare. con parce Voilà. qu'il y aura des belles photos à faire quand même, hein. Là, pour le coup, Ah bah là, ouais, bah t'imagines les Alpes sous les aurores, c'est ça, photos, ça serait un truc de fou. pour les Alpes. Alors, Alors, dis-moi tout. donc mine de rien, en fait, cet erglo-là, il est assez fréquent. Ça, pour le coup, ça va nous aider parce que on peut le retrouver notamment plutôt en été ou au printemps, plutôt dans ces périodes-là. C'est un phénomène qui est très très haut dans l'atmosphère et il est créé par des réactions chimiques de molécules dans l'air qui émettent de la lumière. C'est pas magnétique comme les aurores polaires parce que là c'est avec le champ magnétique de la Terre. Là c'est un phénomène chimique un petit peu, tu sais, comme le stick, tu craques pour faire de la lumière. Bah, c'est de la chimie luminescence, c'est à peu près le même truc. Voilà. Ok. C'est assez discret, on ne voit pas l'œil nu. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que cette photo-là, c'est la première fois que j'arrivais à capturer de l'airglow. Et au début, je ne savais pas du tout que j'allais en avoir. Et à ce point-là. Donc, c'est pour dire qu'on la voit vraiment pas à l'œil nu. Mais avec la sensibilité de l'appareil, donc 8 secondes, 4000 ISO et l'ouverture, ça c'est vrai que je le disais pas, mais c'est f2.8. Je ferme un petit peu l'objectif quand même pour avoir un peu plus de piqué. Donc Ok. f2.8, 4000 ISO et 8 secondes de pause, et ben on arrivait quand même à capter cet erglo-là, qui est vert. Il peut être aussi un peu orange. Lorsque on regarde des photos d'astrophotographes qui vont dans le Chili, Ok. au Chili, en fait, l'erglo, il est orange. Ok, c'est pas du tout la Il même peut être couleur. vert et orange. C'est pas la même couleur. Et là, donc sur cette image-là, on a une étoile filante qui est passée, ici, avec sa vraie couleur, parce que les étoiles filantes ont des couleurs, un petit peu comme les feux d'artifice. Quand tu changes de composé chimique, bah, c'est pas la même couleur. D'accord. Donc celle-ci, elle est composée de magnésium. Le magnésium, ça donne du vert. Voilà. Ah, Qu'est-ce la qu'on a couleur d'autre du vert dans ce... mélangé. Quand je l'ai vu tout à l'heure, Ouais. je me suis dit, il a trafiqué sa photo, il a mis du vert à fond, il a poussé les curseurs, Non, 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 non. et l'étoile filante est passée au vert pour le coup. Pas du tout. Alors, petit aparté par rapport au trafic, on va dire, de photos. Au niveau des couleurs, celles que vous voyez, elles ont été augmentées en règle générale de 20% en saturation et en contraste, en saturation en vibrance, pardon. Ok. Donc, c'est une amélioration, mais c'est pas non plus du plus 40 ou du plus 50 ou 60%. Oui, oui, mais je te Voilà. taquinais, hein, c'était juste. Donc, c'est pour ça. Non, non, mais t'as raison de le dire. C'est pour ça que ça, c'est bien de le dire aussi. C'est que la nuit,
il y a quand même de base des sujets et des lumières qui sont assez intéressantes à travailler, hein. Ah oui, Donc voilà. Alors pareil ici sur cette image, à droite, la petite tache là qui est sous ma flèche, ici, c'est la galaxie d'Andromède. C'est une très grosse galaxie, elle est plus grosse que la taille de la pleine lune, hein, en diamètre, depuis notre point de vue sur Terre. ok. Elle est très facile à photographier et pour le coup, ça c'est une cible qui peut être très chouette à photographier quand on commence la photo de paysage nocturne parce que elle est hyper lumineuse. Là, je le répète, c'est 8 secondes, 4 000 ISO f2.8, hein, et on arrive à la shooter, à la voir comme ça. Donc c'est vraiment intéressant à shooter cette zone-là. Ok. Là, c'est une photo qui était plus en route, hein. Peut-être qu'il faudrait la shooter, mais plus avec un télé, non? Parce que là, pour le coup, ça fait un peu, c'est un peu, Ah bah c'est tout c'est un petit. peu, Mais c'est un peu tu petit, te dis quand même qu'avec juste des réglages simples, un appareil plutôt simple, tu ouais. arrives Ouais. à photographier un objet qui est distant de nous de plus de 2 millions d'années-lumière. Tout à fait. Ouais. Donc là, et puis c'est simple. Après, je suis totalement d'accord. C'est vrai que, et là, on rejoint un petit peu la question qui avait été posée tout à l'heure avec les montures de suivi. On peut photographier la galaxie d'Andromède avec un simple téléobjectif, avec 135, 200, 300 mm de focale. Elle est beaucoup plus grande. Et l'avantage aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de matériel très spécifique, mis à part cette monture de suivi, pour avoir une belle image. Elle est très photogénique, la galaxie d'Andromède. Ok. Vraiment. Elle est dorée, bleutée, elle a des détails très sympas, ouais, à photographier. Voilà. Ok. Du Donc coup, voilà pour l'explication. La partie jaune de cette image-là, je pense que on le reconnaît assez facilement, c'est la fameuse pollution lumineuse que l'on évoque régulièrement. Alors ça, c'est un vrai souci. Donc déjà de base parce que ça pose des soucis au niveau de la biodiversité, etc., etc. Mais pour la photo, on est obligé de composer avec, évidemment. Donc là, ce qui se passe, c'est la pollution. Enfin, ce que l'on voit ici, c'est la pollution lumineuse de la ville de Briançon, qui est derrière en fait derrière cette montagne et qui diffuse dans le ciel en même temps que l'air glow. Donc c'est pour ça qu'on a cet effet un peu de jaune, vert. C'est un petit peu, on peut se poser la question, mais là je le répète encore, c'est totalement naturel et ce n'est pas amplifié ici au niveau du traitement. On est vraiment sur des teintes qui sont comme ça. et là, Donc pour le parfois coup, ça peut être sympa, mais des fois ça peut être un peu embêtant. si tu avais pris un filtre Natural Night, tu l'avais mis, tu l'avais pas mis. Alors là, sur toutes les images qu'on voit, il est toujours vissé. Le Natural Light qui est là, à chaque fois, systématiquement, les images sont faites avec. Dans ce cas présent, là, ce qui est intéressant, c'est que le filtre, il a permis de faire le distinguo entre la pollution lumineuse de Briançon et l'airglow, qui est un phénomène, donc, ce que je disais, qui est très discret. Et il n'y aurait pas eu le filtre. Moi, je sais que la pollution lumineuse aurait diffusé beaucoup plus large. Ouais. Notamment, par exemple, là, on a la Grande Ourse, la constellation de la Grande Ourse qui est ici. Elle aurait vraiment entaché la photo avec plus d'espace, quoi. Ce serait plus étalé dans le ciel. Ça aurait été un petit peu dommage. Là, ce qui est bien, c'est que le filtre, tu vois, il a retenu la pollution lumineuse plus vers le bas. Ok. Il a filtré, quoi. Il a filtré effectivement tout ce qui est lumière au sodium et tout ce qui est un peu jaune. Après, Exactement. c'est vrai que là, pour le coup, aller retrouver un peu de jaune dans cette compo, je trouve ça Oui, un peu sympa aussi pour le coup. Effectivement, ça se mélange un peu mieux. Ok, c'est ça. ça Donc va. voilà. Attends, vas-y, hop. Je suis en direct sur le site Facebook. Je peux passer à la suivante, à la limite. Ah oui, oui, vas-y. Donc on a celle-ci. Alors là, on n'est plus dans les Alpes, on n'est plus dans les montagnes, on est en Sarthe. Donc c'est l'abbaye de Solesmes. Une scène qui est très simple, très très anonyme parce que là, au final, on passe des montagnes où on a un effet quand même waouh de base avec un paysage qui est très très beau, à quelque chose qui est quand même beaucoup plus banal, mais tout ça pour dire que on a quand même des choses à photographier la nuit parce qu'on a deux paysages en finale qui se rencontrent et ça crée une atmosphère vraiment très intéressante, d'autant plus qu'on peut travailler avec la pollution lumineuse cette fois-ci. Donc là, c'est l'inverse de ce que je disais où des fois on essaie de la fuir un petit peu. Là, quand on n'a pas le choix, quand on est proche des villages, on peut essayer de travailler avec cette pollution qui crée une atmosphère et des teintes et des couleurs différentes, de l'éclairage différent. Donc là, toujours pareil, photo panoramique, 8 secondes de pause. Là, je pense que j'étais un petit peu plus, j'étais à 10.
J'étais vraiment en limite de commencer à avoir des filets d'étoiles. Euh, 3200 ISO de mémoire et toujours f2.8. Les réglages ne changent jamais. Ça, c'est ça qui est bien quand tu fais de la photo panneau. T'es sur ta routine au niveau des réglages, ça ne bouge pas. Ok. Donc là, on est sur une image qui fait presque 180 degrés de champ, de la partie droite jusqu'à la partie gauche, pour pouvoir bien placer en fait cette abbaye de Solesmes qui est en face, avec ma berge en fait de mon côté qui avait 2 arbres. Voilà. Donc cette image-là, donc avec la pollution lumineuse, on arrive à travailler quand même ces éclairages. Là, alors ça sur cette image-là, il n'y avait pas le filtre, le NISI, il est pas mis. Donc là, on voit quand même que la pollution lumineuse, elle monte plus haut. Ouais, Alors, elle monte plus haut, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que lorsqu'on shoot, notamment la nuit proche de plans d'eau, on a de l'humidité. Et l'humidité, ça se voit énormément dans le ciel. Donc ça diffuse beaucoup la pollution lumineuse. Donc faut faire attention quand on fait des images de paysages nocturnes de ne pas être forcément trop près de points d'eau ou de rivières ou de fleuves parce qu'on risque d'avoir cet effet-là. Ou en tout cas, faut le savoir, il faut travailler avec. Donc voilà. Donc là, c'est une image qui est plus simple. Le ciel était bleuté parce que tu avais la lune. Quand la lune est présente dans le ciel, ça donne une très très belle teinte bleutée comme ça. C'est assez joli parce que des fois, ce qu'il faut savoir, c'est que le ciel, il est pas bleu de base, il est gris. Il est gris un peu foncé. Des fois, il est un tout petit peu vert. Donc, faut. Alors ça, c'est un peu une éthique qu'on essaie de faire quand tu fais de la photo panoramique, mais c'est de ne pas systématiquement bleuir en fait le ciel. On a tendance à le faire déjà de base quand on commence à faire un peu de photos de paysages nocturnes. On se dit ah bah ma photo elle est trop jaune parce que tu as de la pollution lumineuse ou parce que ta balance des blancs, bah tu l'as laissée en automatique ou alors tu l'as mis en lumière du jour. Donc elle est un petit peu jaune. Donc on va refroidir l'image. Ça c'est quelque chose qui peut se faire tout à fait, mais il faut faire attention quand même à ne pas trop descendre dans les bleus, parce qu'après ça peut donner des images qui soient un petit peu irréelles, on va dire. Voilà, faut faire attention à ça. Mais ça c'est plus on rentre plus forcément dans des envies personnelles. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut, bien évidemment. Tout à fait. Mais voilà, s'il y a des personnes qui veulent avoir un conseil et essayer de, comment dire, pas de bien faire, mais d'essayer de faire un peu attention, il faut pas trop rendre le ciel bleu alors que de base il ne l'est pas. Voilà. Okay. Et pour le coup, il y a Nicolas Savigna qui dit des choses bien quand même, et qui dit tu fiches la température de ton boîtier et à combien? Est-ce que tu mets une température ou pas? Oui, alors je fiche la température. Pour la balance des blancs, effectivement, c'est une bonne remarque, d'autant plus que c'est indispensable quand tu fais de la photo panoramique. Pourquoi on fige la température? Parce que entre l'image que tu commences sur la photo de l'abbaye de Solesmes à gauche, donc ici, où tu as quelque chose, des éléments qui sont très jaunes, si tu te mets en automatique, lui il va compenser, il va refroidir l'image, il va mettre une balance des blancs qui soit plus chaude. Et à l'inverse, tu vas à droite, là on est sur quelque chose qui est très bleuté, lui il va faire ça à l'envers. Donc si une fois que tu te poses devant ton ordinateur et que tu commences à décharger tes images, tu vas avoir des photos qui ont des balances différentes. Et sur le logiciel d'assemblage, ça va être n'importe quoi. Tu vas avoir des pans en fait, tu vas avoir tes images en fait apparaître en carré, enfin en rectangle, avec des couleurs différentes à chaque fois. Donc c'est vraiment très dur. Donc on uniformise tout complètement. Au niveau de ma température, alors il y a deux conseils. Soit vous mettez en balance personnalisée, donc moi je me mets en 3450 Kelvin, c'est très froid, c'est très bleu. Soit je me mets en lumière du jour. Ça marche bien aussi. Ok. Si tu retouches après tes photos et si on est en RAW, bien évidemment. Mais ça marche. Voilà. Il reviendra à la question d'après sur quel logiciel tu assembles tes photos, mais ça on va vite regarder après comment tu fais. Ouais. Juste un petit truc, t'es plus lumière avec, tu fais plus de photos avec la lune, quand il y a la lune, quand il n'y a pas la lune ça t'énerve, bah je sais pas, t'en penses quoi? T'as pas la même ambiance, mais t'aimerais avoir toutes les nuits sans lune pour pouvoir shooter du ciel profond, ou de temps en temps tu shootes la lune, parce que d'ailleurs j'en ai pas vu des photos de lune. Alors la lune, moi je la shoot, je vais pas le montrer dans la présentation là, mais oui j'ai déjà fait des photos de la lune. Si jamais, voilà, il y a pas mal de questions sur la lune, d'autant plus que c'était la super lune hier soir. Donc on pourra voir ça. Il n'y a pas de souci. S'il y a plein de questions, moi je vais quitter la diapo, on va passer sur d'autres photos. Donc
moi j'évite de faire des photos avec la lune. Ok. Après ça dépend de beaucoup de photographes. Il y en a un qui s'appelle Laurent Lavédère, qui est photographe breton et qui, lui, fait des paysages nocturnes en présence de la lune, parce que ça apporte quand même beaucoup d'éclairage sur le sol. Ouais, bien Ça, entendu. faut le savoir, c'est à la fois ta meilleure ennemie dans le ciel parce que ça te pourrit en fait tes photos. Là, si tu fais une photo, tu veux faire une photo de la Voie lactée en présence de la lune, la Voie lactée va être vraiment masquée parce que c'est comme un phare, comme un Ouais. énorme lampadaire en fait dans le ciel. Donc c'est En pas plus, génial. t'as un peu Par contre, d'humidité dans l'air, t'es foutu, quoi. et avec l'humidité, ça va pas. Par contre, ton ciel, il est bleu et c'est un très beau bleu, naturellement. C'est un très très beau bleu, un espèce de bleu royal, on va dire un bleu roi. Et ton sol, il est bien éclairé. Avec des temps de pause de 5-6 secondes, tu vois vraiment beaucoup de choses, des couleurs, t'as un bruit qui est pas forcément enfin, t'es pas obligé de monter en ISO, donc t'as un bruit qui est plus contenu. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est ce que fait Laurent Lavédère. Il fait cette approche-là. Donc ces images, elles sont très bleutées. Ok. Voilà. Moi, je pense qu'on peut passer à l'image suivante. Alors, je vais passer encore à l'image d'après, pardon. On va revenir Ok. sur la photo. Là, par exemple, tu as la lune qui commence à s'élever juste ici. Donc, on était en Bretagne, on était à Quiberon, donc ce qui s'appelle la pointe de Perchaud. Et donc là, on a plusieurs éléments qui se mélangent les uns les autres, notamment donc cette fameuse lune qui se levait. On était très très tard, il était 4 heures du matin à ce moment-là. Et là, tu vois le ciel, donc qui est quand même assez dégradé par la présence à la fois donc de la pollution lumineuse donc de la ville de Quiberon, par l'humidité de la mer qui Ok. diffusait quand même pas mal dans le ciel, et en plus par-dessus la lune donc qui commençait à s'élever et qui rend ce ciel donc bleu. Ok. Voilà. Donc cette image-là, là on avait le filtre Natural Night qui a été mis parce que sans lui, clairement, la Voie lactée, le centre de la Voie lactée ici, il aurait été complètement mangé. On Ok. n'aurait pas vu là, le halo de lumière, il aurait été aussi large que ça à peu près. Et la Lune, on aurait pardon ne pas je vais y arriver, on n'aurait pas pu voir sa teinte naturelle orangée. Parce que comme elle est proche de l'horizon, elle a une couleur orange. Ok. Voilà, Donc on voit pas souvent pour le coup. c'est ça. Et là, on rejoint aussi ce qu'on disait. Cette photo, on est dans les Hautes-Alpes. Donc là, on retourne dans les Alpes. Elle a été faite par une nuit sans lune, cette photo. Donc là, on a un ciel qui est beaucoup plus noir, neutre, légèrement vert parce qu'on a de la présence de l'air glauc ici à l'horizon. Ok. On retrouve de la pollution lumineuse ici, mais c'est par réflexion parce qu'elle diffuse en fait cette lumière sur des nuages qui deviennent teintés d'orange Ok. et de jaune. Et Euh, là, donc là pour cette fois-ci, au niveau des réglages, je suis monté plus haut. J'ai été obligé de monter à 6400 ISO oui, voilà. pour compenser ce manque de lumière parce qu'il n'y avait Le, pas de lune. Il le, faisait le vraiment premier très point, très. le premier plan sans lune, il est vachement éclairé pour le coup. Il est très éclairé parce que donc là on verra après parce qu'il y a une certaine méthode de travail pour arriver à rattraper ce manque de lumière, mais il faut pas non plus que ce soit trop comment dire trop clair parce qu'il faut pas non plus que ce soit comme si c'était en plein jour. Il faut essayer de représenter correctement l'ambiance nocturne. Tout à fait, ouais. Et ça, on va pouvoir ça juste après. Mais là, on voit déjà que donc ce que je dis, le ciel était quand même beaucoup plus sombre. Et c'est pareil, l'éclairage, tu n'as pas vraiment d'ombre au final, c'est très plat. C'est mat aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit est un petit peu mat au niveau de son rendu sur les couleurs. Toutes les images que vous voyez sont assez mates, hein. C'est très plat au niveau de la dynamique. Elle est concentrée que sur, si on prend un histogramme, elle est concentrée sur les deux tiers, enfin sur le tiers gauche. Ok. Et ça, c'est le rendu en fait naturel de l'image parce que je traite mes photos, mais pas non plus suffisamment au point de tout triturer dans tous les sens et de modifier la Après, dynamique énormément. Voilà. je pose une question maintenant, je pense que j'aurais pu la poser après. Comment tu fais ta mise au point en règle générale, et d'autant plus quand il fait complètement noir? Est-ce que tu... Alors ça, c'est une bonne question. On va revenir sur l'image ici pour y répondre. Alors c'est vrai que l'autofocus de l'appareil photo ne marche pas du tout la nuit, hein, il est complètement paumé. Donc il faut passer automatiquement, débrayer en fait l'objectif, passer en manuel. Donc ça on peut le faire soit sur un objectif, sur le petit sélecteur sur l'objectif, soit sur le boîtier en dessous.
Et ensuite, ce qui se passe, c'est que on passe en mode live view et on zoome sur un point qui est très brillant dans le ciel. Donc en été, on a des étoiles qui sont assez brillantes, comme bon, il y en a une qui s'appelle Sirius, mais c'est un gros point, vous pouvez pas le louper, il est vers le haut du ciel. En hiver, il y a Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel également. Donc faut essayer de trouver un point très brillant. Là, dans ce cas-là, ici, c'était Jupiter qui est ici. Donc en fait, tu prends ton appareil photo, tu te mets en live view. On a vu le truc, un principe du live view. Hop, t'actives le live view. Et ce que tu fais, c'est que tu zoomes à fond, mais sur l'écran, pas avec le zoom de l'objectif. Ouais, surtout si c'est une focale fixe. Et là, bon, là, c'est une focale fixe, ça marchera pas, c'est sûr. Et après, on regarde, on essaye de voir le point, donc cette fameuse Jupiter. On essaye de régler la mise au point pour que le point soit le plus petit possible. Quand tu vois qu'il réduit, il est très fin, après il remonte en taille, ça veut dire que tu as dépassé la mise au point à l'infini. Et ce qu'il faut savoir, ça c'est un piège, c'est que l'infini qui est... Attends, je débranche l'appareil. L'infini sur l'objectif, donc en l'occurrence, moi, il est là. C'est jamais vraiment le vrai infini. Hein. Ça, il faut le savoir sur beaucoup d'optiques. Revenir un tout petit peu. Moi, le infini sur le salon, je vais dire des bêtises, mais il est plus là. Il est pas là. Il est un petit peu décalé. C'est pour ça que la mise au point par avec le view, c'est très très important. Faut pas se fier aux objectifs. Hein. C'est bon. Tu peux passer à la question suivante. Enfin, tu peux passer à la suivante. Tac. Donc ça, on en a parlé. Au niveau des réglages, donc mis à part les ISO, c'est toujours 8 secondes, 35 mm, donc avec cet objectif-là, ça ne change pas. Peut-être panoramique, une quarantaine d'images. Donc là, on va terminer sur cette photo qui est un petit peu différente des autres. Donc là, c'est un petit peu bizarre, effectivement. Un peu de travers. Donc, technique du panoramique, 8 secondes de pause, 4000 ISO. 4000 ISO pour celle-ci. Donc la base est toujours la même. Par contre, là, ce qui a changé, c'est le nombre d'images. Là, on a 100 photos. Pourquoi on a 100 photos ? Parce que j'ai fait un 360 degrés au niveau de l'horizon et j'ai pris le ciel jusqu'au zénith. Donc j'ai toute la voûte céleste. J'ai tout le ciel qui a été photographié. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'après, avec les logiciels qu'on va voir juste après, tu peux déformer ton image pour soit, des fois, tu peux donner la forme d'arche de la Voie lactée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié l'image pour avoir, l'horizon en bas, donc normal, mais l'horizon qui était derrière moi par-dessus. Tu modifies la projection de ton panorama. Voilà. Et j'ai rentré tout ça dans un format en 3,5. Donc photo portrait. Donc là, ce que l'on voit, c'est l'ensemble de la Voie lactée qui passe proche du zénith. Donc le zénith, c'est le point le plus haut dans la voûte céleste. Donc c'était l'année dernière au niveau du col de la Bonnette-Restefond. Donc on était à plus de 2600 mètres d'altitude. Le ciel, il est excellent, vraiment vraiment excellent, parce que pour arriver à capter aussi bien la Voie lactée sans retouche localisée, donc des fois on a tendance à insister à augmenter l'exposition localement sur la Voie lactée. Là, c'est pas le cas parce que le ciel était vraiment très très bon. Mais à la Bonnette, il est toujours très très bon. À la Bonnette, il est toujours très très bon. Il faut essayer, si possible, donc déjà de s'éloigner des villes pour éviter la pollution lumineuse. Et quand on a aussi une possibilité de monter en altitude, donc le Massif central ou alors le Jura ou les Alpes, et ben ça sur le ciel, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Ah oui. Donc voilà. La Bonnette, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup comment ça s'appelle, de pollution lumineuse pour le coup à cet endroit-là. Voilà. Pas très loin de chez nous. Oui, c'est vrai. Bah alors, on en a très peu. D'ailleurs, le ciel, il est passé réserve internationale de ciel étoilé, cet endroit récemment, là, le parc du Mercantour. Donc moi, j'étais vraiment aux portes en fait du parc. Là, j'étais juste à côté. Donc c'est vrai qu'il est vraiment top. Moi, j'essaie d'y aller tous les ans à ce spot photo. Donc c'est le fond de la vallée du col de Restefond, pas très loin d'une ville qui s'appelle Josier. Enfin ça, c'est côté Barcelonnette. Côté Barcelonnette, ouais. Ouais. Et de l'autre côté, de toute façon, tu descends vers Nice. Enfin, loin, mais tu descends vers Nice. C'est pas si loin, parce que tu viens jamais nous voir, quand même. Hein. Parce que c'est à côté, hein. Faut que tu donnes ton adresse. Pour le coup. Mais faut que tu viennes aussi, hein. Moi, je te dis, quand j'y vais, tu montes et on se fait un truc. Il n'y a pas de souci, hein. Nous, avec plaisir. Régulièrement, donc il n'y a pas de problème. Bon.
Mais voilà, donc du côté toi aussi, t'es d'accord là-dessus que le ciel est vraiment excellent. On se fait plaisir quand même à faire des images au niveau des Alpes parce que voilà, peu de pollution lumineuse, l'atmosphère est bonne, elle est calme, elle est claire. Donc voilà, pour ça. Ok, ça marche. Allez, on passe un petit coup alors Ouais. technique, peut-être Alors, panoramique. au niveau de la technique, bon, on en a déjà parlé, mais c'était juste pour vous montrer une image un petit peu plus grand. À quoi ça ressemble une tête panoramique? Ça ressemble à ça. Donc en bas, on a ce fameux, on appelle ça le positionneur, c'est cranté. Et là, tu as les petites molettes en fait qui sont roses, n'importe quoi, qui sont bleues surtout, et tu les changes. Tu changes en fait ces molettes-là en fonction de la focale de l'objectif que tu utilises, parce que avec 35 mm de focale, tu n'as pas le même champ évidemment qu'avec un 14, qu'avec un 20, etc., etc. Donc faut le prendre en compte et on règle en fait l'écran, donc les pas, les positions en fait successives de ton appareil photo avec cette petite base là. Et il en va de même pour l'autre côté, pour l'axe ici, il est cranté par pas de 15, enfin 7 degrés 5 ou 15 degrés, ça dépend du modèle de la tête panneau. Et je Et crois que l'appareil photo, en fait, le sabot, on le met là. Enfin, la ouais, semelle, on la met ici, à l'arrière. je te coupe, c'est une tête panneau Ninja, on va pas faire de pub, mais je crois que c'est ça, non? Quelque chose comme ça. Alors celle que tu vois à l'écran, c'est une Ninja, et celle qui est là, c'est une Ninja aussi, ouais, c'est ça. Il y a plusieurs marques, hein. La problématique, je crois qu'il faut savoir l'entrée en fait de la focale pour bien positionner ton objectif sur l'axe. Oui, C'est oui, ça, il y a une espèce de petite manip un peu à travailler pour le coup, à réfléchir. exactement. Alors, c'est ce qui s'appelle le point nodal, Voilà. d'où la marque, enfin, vous ne le voyez pas là, mais c'est marqué Nodal Ninja. Le point nodal, en fait, c'est un point qui passe dans ton objectif au niveau du diaphragme, ici, et bien, alors, c'est un peu compliqué là, mais bien centré sur l'axe de tes lentilles, et à Ok. peu près au niveau d'ici. Pour le samyang, c'est là où il y a le diaphragme. Ok. Et en fait, ce point-là, c'est là où tu dois, en fait, bouger l'appareil et là où tu n'auras pas de problème, en fait, lorsque tu vas assembler les images des unes aux autres, tu n'auras pas de problème d'éléments fantômes, de choses un petit peu bizarres qui vont se créer. C'est vraiment le Alors, ce point qu'il de faut savoir, c'est rotation et qu'il d'entrée de l'image oui, sur ton capteur. bah, c'est ce qui s'appelle des problèmes de parallaxe. Ouais, Il voilà. y a, voilà, on a plein de tutos sur Internet qui expliquent ça très très bien. Mais en photo panoramique, vu que c'est très loin, on n'a pas besoin de caler en fait l'appareil photo sur le point nodal de la tête panneau. En fait, la tête panneau, elle est là surtout pour en fait, ne pas oublier de faire des zones du ciel. Parce que dans la nuit, tu vois pas forcément ce que tu fais. Tu peux être éventuellement un petit peu pressé ou pris par, je sais pas, par l'euphorie, parce que ça arrive des fois. On est un peu tout fou. Et du coup, on oublie tout simplement de prendre une photo du ciel. Donc après, on se retrouve avec un résultat et puis on a un trou parce Ouais. qu'on a oublié de prendre, voilà. Et après, il y a plus qu'à recommencer, quoi. Ok, Donc parce que là, c'est vrai que pour le coup, de nuit en train de mettre son point nodal, sans lumière, tout oublier, c'est vrai que c'est un peu le bazar, quoi. Pour le coup, là, ça. c'est un petit peu dur. Donc, la photo, enfin, en photo panneau, le point nodal, on n'a pas besoin de le mettre. Sauf si, par contre, on a un élément au niveau du sol qui est très proche de nous, genre à moins de 4 mètres, moins de 3 mètres de nous. Là, par contre, on est obligé de mettre le point nodal. Pour des focales comme le 35, hein. Le 14 mm, on s'en fout un peu. Mais sinon, non. Là, c'est juste, c'est presque comme un pense-bête. Voilà, on évite d'oublier des zones dans le ciel. Donc voilà, et là à droite sur la diapo, on voit donc c'est pas moi, c'est un autre Maxime, c'est un autre astrophotographe qui fait son panoramique. Donc voilà, ça c'est une image backstage. Il savait même pas que je le prenais en photo parce qu'il faisait nuit noire, donc il savait pas où j'étais. Et donc voilà. Au Ok. niveau des réglages, donc là on est sur un 14 mm en termes de focale, si vous vous posez la question. C'est une one shot cette photo. Et voilà, donc avec juste un petit objectif, on arrive quand même déjà à se faire plaisir. Je pense que c'est Comme là. le plus. Ok. Voilà. Un petit peu de technique encore. Un peu technique. Alors, bon, là, je parlais pas mal de Samyang. Du coup, là, vous voyez un peu en détail le 35 mm. Alors, comme je suis ambassadeur pour la marque en France pour l'astrophoto, donc j'en ai plusieurs. Je vais pas forcément les présenter ici. Mais ce qu'il faut retenir de cette marque-là, ce qui est intéressant, c'est que ils ont pas la mise au point automatique avec enfin, ils ont pas d'autofocus électrique.
Donc, il se concentre plutôt sur une qualité d'image qui est bonne. Donc, on a des objectifs qui sont assez lumineux, pas trop chers, et avec une bonne qualité d'image. Donc, ça, c'est ce qu'on a besoin en fait quand tu fais de l'astrophoto, parce que la mise au point, on n'en a pas besoin. Donc, moi, le 35 mm, je l'ai depuis très très longtemps, depuis 2015. Je fais toujours mes photos avec, et voilà. Ok. Donc là, au niveau technique pour les objectifs, on en a plein d'autres. Hein. On a les Sigma qui sont très bons. Ils sont pas donnés, mais ils sont très bons. Ils sont considérés comme étant les meilleurs. On a les Tamron aussi qui sont pas mauvais du tout, pardon. On a le 1750 f2.8 qui est bon. Ouais. J'ai forché. Non, ils sont très mauvais. Non, ils sont nuls. Non, on a le 1750 2.8 qui est pas mauvais. On a le 1530, le Tamron 1530 qui est étonnant apparemment. Alors moi, je l'ai pas testé, mais tous les retours que j'ai vu, lu, entendu, vraiment pas mauvais. On retourne sur cela. Ouais. Donc voilà, donc on a les Disper, on a le Tokina 11 16 mm aussi f2.8 qui est l'autre best-seller. Je parlais du 14 Samyang, mais on a le 11 16 en Tokina aussi qui est très très répandu. Voilà, donc s'il y a des questions en optique, on pourra écoute, parler de ça tout à l'heure. Ok, allez. Le filtre. Donc là, on parlait donc du fameux filtre Nisi ici. Donc en détail et puis en application donc sur un setup. Donc là, on n'est plus sur du ciel profond, ce qu'on disait tout à l'heure. Là, je pense que certaines personnes dans le live ont reconnu ce qui s'appelle la Star Adventurer. C'est une petite monture motorisée qui permet de compenser la rotation de la Terre. Ouais. Et donc du coup, le filtre, on peut l'utiliser comme pour la photo de paysage nocturne, donc toutes les photos qu'on a vues auparavant, mais aussi pour de la photo de ciel profond. On parlait de la galaxie d'Andromède tout à l'heure à 135 mm. Là, c'est un 135 mm qui est monté donc sur ce Nikon-là. Et ben le filtre, tu peux très bien l'utiliser aussi pour de la photo de ciel profond. Okay. Donc ça, c'est quand même pas mal. Il est assez polyvalent. Donc voilà. Et alors deux applications que j'utilise. Ouais. On va malheureusement pas forcément avoir le temps de les aborder en détail, mais qui sont très très importantes. Notez-les. Vous avez un logiciel qui s'appelle Stellarium, qui est excellent. Je vais régler ma lumière, j'arrive. Ok. Alors il permet de simuler le ciel un petit peu comme vous voulez en fonction du temps, du jour, donc de l'heure et aussi de votre position sur la Terre. Et vous allez pouvoir voir tout simplement où est la Voie lactée, où sont telles étoiles, telles galaxies, telles nébuleuses. Vous allez vraiment pouvoir connaître le sujet principal de cette discipline photo, qui est l'astronomie au final, parce que on peut très bien commencer à faire de la photo de paysage nocturne, mais ne pas connaître l'astronomie. Et pour des personnes qui disent ouais mais non mais j'ai peur de commencer à faire des photos de nuit parce que je suis nul en astro, et pour ces personnes-là, je leur dis juste téléchargez Stellarium, qui est un planétarium en fait gratuit et personnel. Amusez-vous avec et vous allez vite comprendre en fait comment fonctionne le ciel avec les constellations, comment bouge le ciel, etc., etc. C'est très didactique et c'est super bien fait. On peut prévoir vraiment pour le coup et anticiper la chose par rapport à une position donnée. C'est ça. On se rend compte, par exemple, avec cet outil-là, que la Voie lactée. Alors la Voie lactée qu'on voyait tout à l'heure sur la photo au col de l'Izoire, on la voit que à la fin, comme sur la photo, on la voit que à la fin du printemps, en été et au début de l'automne. En hiver, le centre de la Voie lactée, donc la partie la plus belle qui est le bulbe galactique, le centre, on le voit pas. Donc ça, il y a pas forcément, tout le monde ne le sait pas. Ça, par exemple, il y a des personnes qui veulent commencer à faire de la photo de paysage nocturne en hiver. Et ils se disent, voilà, je veux shooter la Voie lactée, on est en décembre, va falloir attendre. Donc avec ce logiciel-là, tu peux le savoir. Ok. Donc c'est un peu plus sympa pour commencer en été qu'en hiver, pour le coup. Alors pour faire de la photo de paysage nocturne, ouais, c'est... si tu veux commencer par la photo, avec la Voie lactée, oui, c'est plus sympa de commencer à la fin du printemps, au début de l'été. Exactement. Déjà, il fait plus chaud, parce qu'on t'es quand même en pleine nuit. Alors, le problème, c'est qu'il fait nuit plus tard. Donc, tu rentres, t'as pas froid, mais t'es décalqué le matin, tu reprends à 9h ou à 8h. Voilà. Okay. Ça, c'est le problème, c'est un peu un compromis pour les horaires parce que l'hiver, il fait nuit très tôt, donc t'as carrément plus de temps de faire tes images, mais il fait super froid. L'été, il y a des nuits qui sont toutes petites, mais il fait beau. Okay. Ça, c'est un petit peu le problème. Voilà. Pour traiter tes photos, hop. Ouais, on va avancer un peu. Ouais. Donc, trois logiciels rapidement.
Moi, ce que je fais, c'est que je le fais en 3 étapes. Alors, là, ce que je vais dire, vous pouvez très bien le faire sur Lightroom ou sur Darktable ou sur RAWTherapy, Affinity, enfin le logiciel que vous utilisez d'habitude. Moi, c'est juste que comme je fais de la photo panoramique, je suis obligé de découper ça en 3 étapes différentes. La première, c'est d'utiliser DxO. Alors DxO ou Lightroom, hein, vous avez compris le truc. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pré-traiter les images. Parce que ce que l'on voit à gauche, là, par exemple, c'est une image brute. Là, on est sur le col de l'Isoire, la vue nord. Ouais. Donc l'image, elle est sombre hein, quand même. Au niveau de la balance des blancs, c'est pas forcément très bien. Parce que le filtre, lui, il donne une petite teinte qu'on voudrait corriger. Tout à fait. Ensuite, il faut un petit peu moduler l'exposition, tes tonalités, les hautes lumières, etc., etc. Et à la fin, on arrive à un résultat qui est ici, qui est meilleur. Il n'est pas encore optimal, mais on a quand même travaillé l'image de base. Là, le but du jeu, ce n'est pas de retoucher l'image pour qu'elle soit belle, c'est de la traiter pour éliminer les défauts et essayer d'avoir une bonne base de travail pour ensuite assembler les images les unes aux autres. Ça, c'est le but du jeu. On y va étape par étape. Et notamment sur DxO, on a un excellent système qui permet de réduire le bruit. Parce que ce que je disais tout à l'heure, on a 2500 4000 ISO, 6400 ISO, ça tabasse pas mal quand même. On a du bruit sur les images, même si des 750, il en propose pas non plus énormément. Le module Prime, il va réduire en fait le bruit. Ok. Donc, et ça, tu as un petit nettoyage, une petite préparation à ce niveau-là. C'est ça. Et après, tu synchronises tes réglages. Tous ces réglages-là, ce sont les mêmes pour toutes tes photos. Pour toutes tes photos, bien sûr. Voilà, tu exportes tes photos et après tu les rentres dans le fameux logiciel d'assemblage. Donc ça peut répondre à pas mal de questions que des gens ont pu se poser là depuis le début du live. C'est comment en fait on additionne les images les unes aux autres. Et ben ça donne ça. Donc là c'est un logiciel qui s'appelle Autopano Giga qui est malheureusement plus commercialisé parce que la boîte a fermé. C'était une boîte française. C'était un des meilleurs. C'est toujours le meilleur d'ailleurs. Alors il est toujours excellent, très très bon. Il y a d'autres logiciels qui vont du coup le dépasser, mais pas encore totalement en fait, on va dire effectivement. On a PTGui qui est PTGui Pro, qui est un très bon logiciel de panoramique. Moi, je préfère encore Autopano parce que j'ai mes habitudes. Ça fait 6 ans que je bosse dessus, donc c'est dur hein, de changer d'outil, de changer d'habitude. Donc bref, là en fait, on voit l'image avec juste la partie donc du ciel. Là, j'ai pas encore l'image, j'ai pas la ligne en fait avec le sol ici. Et donc là, tous les carrés blancs, ce sont les positions du centre de chaque image à chaque fois. Donc là, tu vois ce que je disais tout à l'heure, mes lignes de 7, 8, 9 images. Là, j'ai une ligne de 8 images, une deuxième ligne, troisième ligne, etc. Et Autopano, lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer de créer, il va essayer, de trouver des zones communes entre les images. Il va étirer. Ouais. En photo panoramique, on appelle ça des zones de recouvrement. La préconisation, c'est que les images doivent être voisines de l'autre avec une surface commune de 30%, enfin d'un tiers, 33%. Voilà. Et après, le logiciel, il les assemble les unes aux autres comme ça, tranquillement, et te montre le résultat final, la mosaïque générale. Voilà. Donc Autopano, il ne sert qu'à ça, qu'à assembler. Après, tu exportes ton gros fichier, parce que les images sont très très grosses, dans un autre logiciel. Donc là, par exemple, c'est Photoshop. Et là, sur Photoshop, tu termines le traitement et tu fais tes retouches. Ok, donc là, chacun est pour le coup. Voilà. Donc avec des calques, avec tous les types de réglages différents. Là, on peut le voir un petit peu sur la droite. Bon, pour les habitués de Photoshop, ils voient que j'ai fait des masques, j'ai fait de l'écrêtage. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à Photoshop, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié, j'ai augmenté certaines zones parce que c'était un petit peu trop sombre. Donc, mais en essayant de rester quand même assez fidèle à la réalité. Vous voyez que là, le sol reste quand même plutôt sombre. Faut pas le rendre très brillant, enfin pas brillant, pardon, mais correctement exposé. Faut essayer d'y aller tout doucement, quoi, tranquillement. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on essaye de modifier l'image un petit peu aussi comme on veut, parce qu'il faut savoir se faire plaisir aussi. Il faut donner son style sur les images. Donc c'est à ce moment-là. Voilà. Ok. Donc là, c'est pour, on va dire, de la photo un peu classique de paysage, que tout un chacun pourrait faire avec un tout petit peu de matos ou plus ou moins de matos pour le coup, en termes d'appareil photo, de trépied et tout ça. Et après, il y a un peu l'étape au-dessus, d'aller chercher un peu plus loin le ciel un peu plus profond, faire des images un peu plus pointues. On voit des choses un peu plus folles pour le coup.
Oui. Donc là, ce qu'on a vu, c'est ce que tu disais, c'est à chaque fois tu as du sol. Tu as un élément terrestre, un paysage terrestre avec une grande partie du ciel, paysage céleste. Donc là, on va changer de dimension déjà en termes de matériel, en termes de focale. Donc là, il y a une petite image backstage. Donc c'était au col Aniel. C'est un très beau col également dans les Hautes-Alpes, très haut, hein. Je crois qu'il est presque à 3 mm d'altitude en voiture. Donc c'est un point quand même accessible facilement en voiture frontière franco-italienne. Là, on est côté Italie, là, on regarde l'Italie. Ah ouais. Et donc, bon, à droite, là, on a pour le coup des personnes qui font vraiment de l'astrophotographie, donc avec des gros télescopes, des grosses lunettes, des systèmes très complexes, des très grosses montures de suivi. Et à gauche, en fait, là, on est sur des systèmes qui sont beaucoup plus nomades et beaucoup plus simples à mettre en place. On retrouve donc ce qui s'appelle la Star Adventurer, donc la petite monture portable. Et là, on est sur de l'astrophotographie qui est plus légère et beaucoup plus abordable. Voilà. Et là, à droite, on a vraiment des vrais astrophotographes qui font que du ciel profond. À gauche, j'étais avec un autre photographe où nous, on faisait des choses un petit peu plus légères. Et à quoi sert en fait tout ce matériel? Eh bien, donc là, il y a un autre exemple, c'est avec mon matériel personnel. Donc même principe, une monture portable, une petite lunette. Eh bien là, donc pour le coup, ce matériel-là, il sert à faire ce genre de photos. Donc des nébuleuses, pour le coup. Donc, attends, je reviens juste avant. Donc là, il y a quand même une batterie, en fait. Alors, T'as une batterie de voiture. en bas, Oui. non. Alors, je te montre juste ce que j'ai. Parce que là, dans le sac à dos, je te dis tout de suite que c'est pas possible. C'est un truc comme ça. Ça s'appelle un power tank. Dedans, tu as une batterie. Ah oui, t'as Et changé. ce que je fais, c'est que ce que vous voyez à l'écran, j'ai un petit port USB, je la branche en USB. Et ça me donne du courant électrique. Voilà. Ah oui, non, c'est pas une batterie, excuse-moi. Je le voyais en petit. Je pensais que c'était une batterie, ouais. Non, c'est une caisse, c'est ma caisse de rangement. Pardon, mais c'est vrai que de loin, je vois ça sur un petit. Non, c'est ma caisse de rangement. Ok. C'est la caisse en fait de la monture. Parce que je la laisse là, ça me permet de poser des choses à l'intérieur. Enfin bref, c'est ma petite sauce Donc personnelle. là, si c'est, oui, donc là, il y a vraiment du suivi pour le coup, si c'est Oui. l'équipier. Juste en termes de budget, on vient de faire un crédit à combien, sur combien d'années pour un petit. Alors c'est pas donné. Donc, alors, non, bah, pour répondre, oui, là, on est sur de l'astrophoto de ciel profond. Pour ce matériel spécifique, là, oui, on est sur plusieurs milliers d'euros, là. Ok. On est sur une matériel à plusieurs milliers d'euros. Après, c'est juste, voilà, j'en fais depuis quelques années. Je monte progressivement en matériel, j'y vais tout doucement. Ouais. Bon, voilà, là, c'est mon matériel actuel. Donc là, ce qui se passe, c'est que la photo donc de la nébuleuse qu'on a vue juste avant, donc je vais revenir dessus, bien sûr, c'est avec une lunette, donc c'est 347 mm de focale. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que en astrophoto, donc cette fois-ci du ciel profond, galaxie nébuleuse, c'est inatteignable avec des téléobjectifs. C'est pas vrai, hein. On a pas mal d'objets qui peuvent être facilement photographiables du moment qu'on a cette fameuse monture qui permet de compenser la rotation de la Terre, parce que là, on a des temps de pause qui sont assez longs. On a 1 minute, 2 minutes de pause, en règle générale. On peut Et peut-être du coup, voir avec... la photo, pour le coup. Oui, La photo, voilà, celle-ci. Ouais. voilà, je vais la mettre là. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'avec des focales de 100, 200, 300 mm, on arrive à faire des choses qui sont très correctes, hein. La galaxie d'Andromède, voilà, là, on y arrive sans souci, quoi. Ok. Donc là, 300 mm de focale, on arrive à faire ce genre de nébuleuse. Elle s'appelle la nébuleuse de la Californie. Donc on la voit que en hiver. En été, tu peux pas la voir. Donc c'est un petit peu ce que je disais avec la voie lactée, hein. Faut faire attention à préparer comme un petit peu ces photos pour savoir ce que l'on veut photographier. C'est pas forcément disponible au moment où on a l'idée. Ok. Ça, c'est un peu bête, mais bon. Et, et là, juste pour donner une idée, il y a combien de photos là sur un truc comme ça Sur cette image-là, il y en a plus de 200. Donc, alors, c'est 200 empilés ou c'est 200 fois la même? Alors c'est 200 fois la même qui sont empilées. C'est ça. Donc En là, fait, on va voir juste après. voilà. Il y en a plus de 200 parce que comme c'est très très peu lumineux, il faut multiplier les temps de pause, enfin multiplier le temps total de pause pour arriver à voir quelque chose. Au début, on se dit, bah, on n'a qu'à poser genre 3 heures avec une seule pause. C'est pas une bonne idée parce que déjà, tu vas abîmer ton capteur. Tu vas créer ce qui s'appelle de l'anglo. Donc, c'est des phénomènes, en fait, dans les bords de ton capteur. Ça va faire des zones un peu blanches, des taches un peu fantomatiques, on va dire.
Non, ça va surtout bousiller ton capteur parce qu'en plus il va chauffer, c'est pas bon. Donc du coup, tu fais des pauses de 3-4 minutes pour d'autant plus, et ça je l'ai oublié, je l'ai pas dit là, mais faire une photo avec un suivi super propre pour compenser la rotation de la Terre sur 3 heures, faut l'avoir très très bien réglé. Ok. Ça c'est vrai, c'est un critère même déterminant. Donc du coup, tu fais des petites pauses comme ça, capteur pas de souci et suivi pas de souci. Voilà. Donc cette image-là, voilà, là on voit un petit peu l'envers du décor. Ça c'est une brute. C'est une Ah ouais, image brute c'est nul. de 3 minutes de pause. Voilà ce qu'on voit. C'est nul, on est d'accord, Ah, donc faut c'est y nul, en remédier. fait. Ah ben il y a une différence entre cette image-là. Donc il y a une petite latence là. Je viens de me rendre compte effectivement sur le live. Donc il y a une différence entre cette image-là. Ouais. Donc avec là on a 14h30 de pause. Ok. Et cette image-là, on a juste 3 minutes de pause. Ouais, effectivement, C'est ça ça n'a que rien à ça faisait voir très longtemps. en termes de Donc d'ailleurs, contraste. tu vois là par exemple, on a la capture où on a toutes mes brutes, toutes les images brutes, donc les RAW qui sont derrière, donc il y en a plein. Et après, tu utilises un logiciel qui permet de les empiler les unes aux autres et de faire ressortir les détails. Ok, Les donc couleurs. là, ça s'appelle du stacking. Du stacking en anglais. En français, on dit de l'empilement. Ok. Il faut empiler les images. Donc ça, c'est Alors après, quel ce qu'on logiciel? doit faire, c'est... Ouais. Le Alors logiciel. je vais en parler juste, après. Bah, je vais avancer. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur tes images, tu as beaucoup de bruit. Ça monte énormément. Tu as aussi des défauts au niveau du vignettage parce que poser 3 à 4 minutes, ça va vraiment créer en fait des zones qui sont pas forcément, enfin des images qui sont pas uniformes en termes de l'éclairage. Donc tu dois créer des fichiers spéciaux qui s'appellent des dark, des flat et des offsets. Là, on a les 3 types d'images. À Ok. quoi ça correspond? L'image de gauche qui est un peu violette, c'est lié à la température de ton capteur. Plus il fait chaud à l'extérieur dehors, plus tu as du bruit qui va se créer. C'est lié à la chaleur. Et ce sont des choses que l'on va enlever en fait avec le logiciel que je vais montrer juste après. Il va Ici soustraire. au centre, on a ce qui s'appelle l'offset. C'est le bruit, c'est la signature électronique de chaque capteur. C'est pas forcément beau, donc on va retirer cette information-là. Et Ok. là, on a ce qui s'appelle le flat. On voit bien le vignettage en fait de la. Enfin là, c'était avec un filtre spécial, ce qui a augmenté le vignettage. Et ça, en fait, ces 3 images-là, on va systématiquement retirer sur chaque brut, donc sur chaque image comme ça, Ah ouais, on c'est va retirer le l'information. dark, le flat et l'offset. Donc Ok. du coup, ça va super bien la traiter. Donc là, il y a tout autant de temps de pause que de traitement. Là, ça devient un vrai boulot. Ça fait un vrai job, quoi. Ouais. Voilà, c'est un peu plus complexe. Il n'y a pas forcément besoin de poser, par exemple, par contre, 14 heures en dark, 14 heures en flat et 14 heures d'offset, hein. On Ah en ouais, fait ouais. beaucoup moins. Ok. Mais par contre, ces choses-là, là, qu'on a à l'écran, il faut les appliquer sur toutes tes brutes. Alors, est-ce que Voilà. tu utilises des dark frames? Je pense que c'est ça. Je pense que la question arrive. Oui, c'est ça. Alors, quand sur les boîtiers, tu as la fonction de réduction du bruit Ok. d'activer, et ben ce qu'il fait, typiquement, c'est ça. Il fait un dark. Ok. Cette D'accord. image-là, il se l'applique à lui-même. C'est pour ça Ok. que les photos que tu vois après sur l'écran, bah, elles sont plutôt propres, sont plutôt lisses en termes de bruit. Ouais, Bah, il a il fait ça. oui. Il fait ça. Sauf que nous, en fait, avec le logiciel, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. C'est plus performant. Ok. Voilà. Toc. Euh, Un petit après détail. ton Oui. image, ouais, voilà. Ouais, vas-y. Un petit détail sur une image. Donc, c'est un petit peu spécial. Là, c'est ce qui s'appelle une photo en H-alpha parce que c'est dans cette, on va dire, dans cette lumière-là que tu as plus de détails. Ok. Donc là, tu as 11h30 de temps de pause sur une photo. C'est un peu bizarre parce qu'elle est en noir et blanc. Mais en fait, cette photo, c'est elle qui va apporter le détail et la structure en fait de la Voie lactée. Ouais, Et après, ce que tu fais, donc je vais passer le détail de la photo de cette diapo-là. Mais Mhm. après, tu vas avoir une autre photo qui va être prise pour la couleur. Ok. Voilà. Et après, avec le fameux logiciel, donc je vais montrer d'ici 10 secondes, et ben tu les additionnes. Couleur et la noir et blanc. Donc là, on voit les détails, 11h30 en H-alpha et 3h30 en couleur. Ok. Donc là, effectivement, Un résultat. on sent bien que pour le ciel profond, ça devient un tout autre délire de photographie, quoi, pour le coup. On peut pas C'est faire. pas pareil. Là, le temps d'apprentissage est plus long. Je conseille fortement aux personnes qui sont intéressées par cette technique-là de rejoindre des groupes sur Facebook ou des clubs photo, enfin d'astronomie, pardon, pas de photo, et d'apprendre en fait aux côtés d'une personne qui en pratique déjà.
On a des tutoriels sur YouTube qui le montrent, mais il y a plein d'écueils, il y a plein de petites difficultés qui peuvent décourager les personnes qui s'y mettent. Et il faut vraiment, voilà, Ouais, parce que ça parle. s'entourer comme de personnes qui en font un petit peu pour apprendre. Pour le coup, tu fais des formations aussi. On peut s'abonner, on peut discuter avec toi. Oui. Tu donnes des cours. Alors, moi, je donne des cours sur de la photo de paysage nocturne. Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Et j'en fais aussi sur de l'astrophoto comme ça, pour expliquer comment ça fonctionne. Manière simple, les photos avec les darks, avec le H-alpha, on le fait pas quand on commence. On fait des photos juste avec la couleur, c'est déjà très bien. Non, mais là, je sens bien qu'on a survolé. On a juste survolé un peu le fameux logiciel en question qui s'appelle Cyril, qui est gratuit, très bien pour empiler. Donc là, vous avez le logo, une petite capture d'écran de l'interface, donc de l'image en cours de traitement. Le logiciel n'est pas simple du tout à appréhender au départ, mais il y a beaucoup de tutoriels en français, bien expliqués, et une grosse communauté de passionnés qui travaillent avec cet outil. Donc, on a un moyen d'apprendre vite. Faut pas avoir peur de s'y jeter. Vraiment. Et donc, il cumule tout, en fait. Il compile l'ensemble. Exactement. C'est ce logiciel qui va empiler les images les unes aux autres et qui va faire ressortir les détails. Ok, c'est Photoshop en ligne de code, quoi. Alors, à droite, c'est juste parce qu'on a la console, c'est juste pour avoir des retours sur les temps de traitement, mais on n'écrit pas du tout avec il y a pas de terminal ici. C'est pas comme, il y a peut-être d'autres personnes dans le live qui ont connu ou qui connaissent encore Iris, qui est un logiciel qui est très connu dans le monde de l'astrophoto. Cyril, en fait, c'est son successeur. Ou un autre logiciel qui est très répandu pour des personnes qui commencent la photo par empilement, c'est DSS, Deep Sky Stacker. Bon, il marche moins bien que Cyril. Je préconise vraiment fortement à tout le monde d'aller sur Cyril parce qu'il est gratuit, il marche très bien. Voilà, j'ai pas de part de marché dans cet outil parce que de toute façon il est open source, donc c'est gratuit. Donc voilà, allez-y. Et juste pour terminer, est-ce qu'il y a toujours quelque chose à photographier? C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait là la constellation que tu viens de shooter, est-ce que tu trouves toujours des points d'intérêt à droite à gauche avec tout le matos que tu as? C'est-à-dire qu'une fois que tu as shooté la Lune, est-ce que tu vas la shooter une deuxième fois avec 100 photos pour compiler? Est-ce que tu arrives toujours à trouver un petit intéressement à des points dans le ciel? Alors je pense qu'il y en a beaucoup à shooter, mais une fois que tu as shooté la galaxie d'Andromède, est-ce que tu arrives encore à trouver un intérêt à la shooter, quoi? Ah oui, en fait on a beaucoup de possibilités avec ta focale. Si tu fais un grand angle, ça va pas donner le même résultat qu'avec un 35 mm, qu'avec un téléobjectif. Et ce qui est très intéressant quand tu fais de la photo de paysage nocturne ou du ciel profond, c'est que tu peux faire des alignements, tu peux changer ta façon de traiter aussi. Donc c'est vrai, tu as totalement raison, on peut se dire le ciel il est tout le temps pareil. C'est vrai, hein, il bouge pas. Hein. Les sujets sont tout le temps les mêmes. Et pour une personne qui en ferait mais vraiment très 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 souvent tous les soirs et tout, au bout de peut-être 10 ans, il aura tout fait. Mais tout fait, c'est-à-dire vraiment tout. Hein. Alors que comme déjà il fait pas beau, souvent on est obligé d'attendre. Tu as la saison, la Voie lactée, printemps, été, automne, mais pas l'hiver, ce genre de choses-là. Donc déjà ça étale ta pratique de la photo de paysage nocturne au fil du temps. Et aussi pour ce paysage-là, il faut toujours essayer de travailler pour avoir une composition, une correspondance avec ce que l'on a au sol et ce qu'on en a au ciel, faire un complément en fait de couleurs, de formes, de rendu, faire des alignements, c'est cool aussi. Et ça, on le voyait pas mal sur la photo de la super lune d'hier. C'est d'essayer de poser la lune en fait à côté d'un clocher, voilà, etc. Donc non, il y a beaucoup de diversité sur la photo de paysage nocturne. Faut juste expérimenter. Ok. Quand même, ouais, c'est important. Okay. Écoute, on a à peine survolé, on a à peine survolé. On sent que le sujet est profond pour le coup et qu'il y a pas mal de choses à dire du simple appareil photo à tout de suite aux grosses montures pour le coup. En tous les cas, voilà. Je pense que tu veux rajouter un petit truc sur tes formations, tes petites choses comme ça pour le coup. Les formations. Alors, il y en a une qui commence vendredi. Il reste quelques places de disponibles pour les personnes qui seraient intéressées. Donc, c'est pour les débutants.
paysage nocturne. Donc on reprend un petit peu les bases de la photo classique et puis on présente les outils. Donc on voyait tout à l'heure Stellarium, l'autre que j'avais pas présenté qui s'appelle Photopills. Comment utiliser un petit peu donc Stellarium, la météo, comment ça marche, et puis comment retoucher ces images sur Lightroom, sur Lightroom principalement effectivement. Donc voilà. Et je fais aussi des formations plus avancées pour des personnes qui en pratiquent déjà et qui veulent se perfectionner, à la fois en paysage nocturne, en photo panoramique. Donc là, pareil pour des gens qui sont, on peut dire au niveau professionnel, et sur de la photo de ciel profond avec Cyril. Donc ce logiciel-là, et puis Photoshop. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Maxime. Merci à vous surtout. Qui a disparu. Ouais, non, pas disparu, mais bon, c'était beaucoup mieux de faire un split écran avec deux, parce que sinon c'était ingérable. Et puis bon, vu la qualité des photos, c'était quand même mieux. Puis bon, j'étais quand même derrière pour regarder comment ça se goupillait. Il y a eu pas mal de questions, pas mal de monde. Je pense qu'il y aura un petit peu sûrement des réponses un petit peu à donner. Sinon, bah écoute. Tu répondras à tout ça, tu regarderas donc sur le live sur Facebook et YouTube, il y a des petites questions à droite à gauche. On va te laisser répondre et voilà. N'hésitez pas à aller questionner Maxime. On va mettre tous les liens de Maxime. Il est aussi bien, bon, il a son site web, il est sur Facebook, il est sur Flickr, il est sur Instagram, il est sur 500, enfin, etc. On mettra tous les liens de toute façon. Ah, bah, il y a Benoît qui est parti déjà. C'est l'heure de l'apéro. Non. T'as pris des chips ou pas? Non. Ouais. Et qui fait que ouais, parce qu'il est quand même 7h30. Non, c'est qu'on mettra tous les liens. Et je pense que vu tout ce qu'il y a à parcourir en fait dans l'astrophotographie, je pense qu'on pourra refaire encore un live et peut-être plus poussé sur certaines parties où les gens auront posé des questions. Parce qu'il y a beaucoup de questions, hein, très clairement. Benoît, il a parcouru. Je voulais pas vous ennuyer à vous poser des questions pendant le live parce que sinon ça aurait duré 3h30. Mais voilà, de toute façon tu les auras sur le feed de Facebook et sur YouTube aussi. Encore merci à toi de nous avoir fait confiance pour ce live, même si à chaque fois on a un démarrage qui est un peu catastrophique, mais bon, on va s'améliorer. C'était le deuxième. On te remercie encore une fois et puis je laisse la parole à Benoît et puis c'est toi qui clôturera, on va dire, ce live. Non, bah merci à tous ceux qui nous suivent. Puis on se retrouve bientôt pour le coup. Très bientôt. Très bientôt avec deux autres personnes. On va vous dire ça bientôt. Vous inquiétez pas. Voilà. Maxime, merci à toi. Bah merci encore une fois à vous. Franchement, c'est un très bon format. J'avais regardé celui de la semaine dernière avec Clément, c'était vraiment chouette. Et alors moi du coup, je crois savoir quelles sont les deux autres personnes qui vont me suivre. Donc je ne dis rien. Mais là, ça promet effectivement, ça va être super chouette également. Donc ouais, c'est très très bonne idée. Franchement, c'est cool. Format posé en plus, on peut parler de plein de choses. Donc très bien. L'intérêt. Merci encore une fois. C'était l'intérêt. Et le replay, pour ceux qui l'ont loupé, il y aura pas de souci. On mettra tout ça en place, on va dire, dans les quelques minutes qui arrivent. Voilà, avec les liens, comme on a dit tout à l'heure.